arrêté et la dame a lui fait un maintien de tête. Je comprends pas, j'ai regardé de côté et je l'ai pas vu. Bougez pas. On sait pas ce qu'il peut avoir, il faut pousser un petit peu les examens. Ce qui s'est passé, jeune fille, de vos germes, des chenilles, c'est pas la question de la profondeur qui est pas grave, c'est la question du geste. Il faut quand même faire attention, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer derrière. Faute parking avec toi. Des messages. Tu peux envoyer un évident, mais il faut également faire reconnaissance. Les fumées sont extrêmement toxiques et les suies sont extrêmement dangereuses. Si ça relève du coma éthylique, ça peut être quelque chose de dangereux. Reste droit. Elle a un peu trop bu, quoi. Allez, réveille-toi. Ouais, je sais que ça fait mal. Tu peux pas non plus rester trop ferme avec elle, elle a aussi besoin d'aide. Alors pour une personne qui a sauté dans le Rhône, la température est à 10 degrés, il faut faire gaffe. Vous m'entendez ou pas? On vous a mis sur place, vous commencez à vous réchauffer. Pour l'instant, là, il est en état de choc, donc il faut qu'on le transporte rapidement à l'hôpital. À Lyon, c'est la sortie des bureaux. La circulation est dense, le trafic soutenu. L'heure de pointe pour la caserne Rochat en plein centre-ville. Adrien, 32 ans, sapeur-pompier depuis 6 ans et de garde en cette fin d'après-midi. On part sur un accident de tramway avec a priori un piéton blessé. Donc j'ai pas plus d'informations pour le moment. On fait un angle Viviani, boulevard des États. Le boulevard des États est à 8 minutes de la caserne. Adrien et Paul, un de ses coéquipiers, savent qu'il faut faire vite. Car ce type d'accident avec le tram peut être grave. En termes de gravité, c'est vrai que ça peut aller d'un simple impact à un piéton qui est coincé sous le tramway. On sait jamais avant d'arriver sur les lieux. Mais le trafic ralentit l'avancée des pompiers. Adrien et Paul doivent se frayer un passage dans les bouchons. C'est la bonne heure là, en plus. C'est vrai qu'on a des grands axes de tramway qui coupent le secteur et pour le coup on est très impacté. Sur place, signe de la gravité de l'accident, une autre équipe de Rochat est déjà là. Je sens le toit long là-bas. Un jeune de 16 ans est inconscient. Il s'est fait percuter au moment où il traversait les voies. Il va falloir mettre. Écartez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as du coup? Au niveau du cuir chevelu. Il n'y a pas de véhicule impliqué, rien du tout. Après, on vient d'arriver, donc. Ok, ça marche. Une personne impliquée a priori en UR, en cours de bilan par VSAV et équipe SMUR sur les lieux. Reculez, s'il vous plaît. Allez, on laisse travailler le SAMU, merci. L'ami de la victime n'a rien pu faire. Il a juste entendu le choc de l'impact. Le jeune homme a été projeté au sol et sa tête a heurté le quai. Vu qu'il avait des écouteurs aux oreilles, je pense qu'il n'a pas dû entendre le tramway arriver. Et moi, à un moment, j'ai entendu un bruit qui s'est passé. Je ne l'ai pas vu se faire renverser, mais je l'ai vu quand il était par terre. Il avait une grosse ouverture au niveau de l'œil ici et il saignait trop. Il saignait beaucoup trop, il perdait trop de sang. De son côté, la conductrice du tram est sous le choc. Moi j'ai juste le réflexe de freiner, le freinage d'urgence, et pour que la rame puisse s'arrêter, il y a un certain temps. Mais malheureusement, elle l'a tapé avant qu'elle ne s'arrête. Ça peut être mon fils, un gamin de 16 ans. Au bout de quelques minutes, le jeune garçon reprend conscience. Mais sa plaie à la tête ne dit rien de bon aux pompiers. Au médecin du SAMU de le prendre en charge. Les cervicales peuvent être touchées, alors il lui pose une minerve pour immobiliser son cou pendant son transport vers les urgences. Levez. Envoyez encore un peu. Encore. Halte, posez. Ils vous ont dit le doc
époque pour le transport? HFME, ouais. HFME, ok, ça roule. Donc je confirme transport d'une victime sur HFME, transport médicalisé. Les enfants, c'est toujours des interventions beaucoup plus dures. Quand on est parent, forcément, on a une sensibilité qui est autre et je pense qu'on est plus impacté par ce type d'intervention. C'est une urgence absolue. Le jeune garçon est conduit à l'hôpital Édouard Herriot pour identifier au plus vite les séquelles. À peine arrivé, il est envoyé à la radio. Heureusement, elle ne révèle rien de grave. La victime s'en tirera avec quelques points de suture. C'est le 11e accident impliquant le tram depuis le début de l'année à Lyon. Lyon, c'est la 3e plus grande ville de France, avec 500 000 habitants, auxquels il faut ajouter des milliers de touristes attirés par sa gastronomie et son centre historique entre Saône et Rhône. C'est le territoire d'intervention des 90 pompiers de la caserne Rochat. Il couvre le 7e arrondissement, le plus vaste de la ville, avec son lot d'accidents de la circulation. Vous étiez ceinturé ou pas là? Ouais, j'étais ceinturé. D'accord. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé? Je me rappelle de tout. Les accidents de la route, un fléau qui a obligé les pompiers de Lyon à intervenir plus de 500 fois l'année dernière. Je comprends pas, j'étais là, j'attendais, j'ai regardé des deux côtés et je l'ai pas vu. Dans les quartiers du centre, ceux des bars et des discothèques, les soirées sont souvent festives et certains jeunes boivent plus que de raison. Elle a un peu trop bu, quoi. Non, reste droite, s'il te plaît. Tu vas pas tomber du brancard, ça serait pas le coup. Et ce n'est pas tout. Les pompiers de Lyon doivent faire face à une mission encore plus urgente, les suicides. À la caserne Rochat, ils ne représentent que 5% de leur mission, mais avec à la clé plus de décès que les accidents de la circulation. Et quoi, t'avais envie de tout casser? J'avais envie de crever. En plus de ces interventions sensibles, les pompiers assurent aussi les sauvetages sur les 2 grands fleuves de la ville, le Rhône et la Saône. Vous m'entendez ou pas? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi Franck, 28 ans, secouriste professionnel depuis 7 ans. Juste en Lyon. Faites voir vos bras s'il faut désinfecter. Vous avez fait ça il y a combien de temps? Les nerfs à toute épreuve, il passe sans sourciller du tragique à l'insolite. Aïe, 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 aïe. Damien s'est engagé chez les pompiers à l'âge de 16 ans. Le feu, c'est le cœur même du métier de pompier. Et dans le centre historique de Lyon, le moindre incendie peut prendre des proportions inédites, comme celui-ci, au cœur de la plus grande place de la ville. Binôme 2 pour chef de grève, PT. Toute la caserne est mobilisée, y compris Bernard. À 52 ans, c'est l'un des plus anciens du centre de secours. Il faudra toute son expérience pour dénouer des situations dramatiques. Écoute, on va vite prendre les constantes. Le pouls, t'as combien, Gwen? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. 78. Accident, incendie, tentative de suicide. Dans le centre-ville, les pompiers de Lyon sont en première ligne. La nuit tombe sur la ville, c'est le début du week-end. De la place Bellecour aux rives du Rhône, le centre-ville s'anime. Et dans les quartiers des restaurants, bars et discothèques, l'alcool coule à flot. Des nuits arrosées qui placent les secouristes de la caserne Rochat sur le qui-vive. Et justement, un appel de détresse vient de retentir. Une jeune fille inanimée gisant sur le trottoir après une fête plutôt alcoolisée. Pour Damien, 45 ans, ce genre d'intervention est sensible. Dans un secteur de boîte de nuit, c'est des interventions assez courantes pour un samedi soir. Il craint ce qu'on appelle le binge drinking, ces jeunes qui boivent jusqu'à en perdre connaissance. Si ça relève du coma éthylique, effectivement, ça peut être quelque chose de dangereux parce qu'on perd des réflexes de sécurité et donc du coup, l'intervention devient effectivement urgente. À l'arrivée, les pompiers découvrent la jeune fille à terre. Elle a l'air mal en point, alors ils testent ses réactions. C'est quoi ton prénom? C'est en sortant de discothèque vers 2h du matin que la jeune fille s'est effondrée. Mais elle est restée consciente, ce qui rassure plutôt Damien. Excusez-moi, messieurs, dames, vous êtes avec elle? Oui. C'est bien? Ouais.
Le pompier veut s'assurer qu'elle n'a pas pris d'autres substances. Non, elle n'a pas de stup, elle a juste de l'alcool. Depuis combien de temps? Quel type d'alcool? Depuis 21h, vin blanc, vodka, bière à la limite. Problème, la jeune fille ne tient pas debout et elle vomit sans arrêt. Tu veux la reporter? Bon. On s'assoit? Tu viens avec moi? Damien ne prend aucun risque. Il décide de transporter la victime dans l'ambulance, puis aux urgences. Non, reste à droite, reste à droite. Pendant le trajet, elle ne doit surtout pas sombrer dans le coma. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Regarde-moi. Oh. Océane, 21 ans, pompier volontaire depuis 5 ans, est chargée de la maintenir éveillée. Eh oh, je te parle. Allez, réveille-toi. Ouais, je sais que ça fait mal. Je fais exprès. Regarde-moi. Si elle tombe dans le coma, elle pourrait s'étouffer en vomissant. Allez. C'est important qu'elle parle, pourquoi? Ouais, c'est pour être sûr qu'elle garde connaissance. Et puis pour pouvoir la surveiller un petit peu, le fait qu'elle nous réponde, c'est super important. Il faut aussi qu'elle comprenne, peut-être qu'elle recommencera plus à mon avis, qu'elle se méfiera les prochaines fois, mais après je peux pas non plus, je suis là pour l'aider, je peux pas non plus rester trop ferme avec elle, elle a aussi besoin d'aide, donc faut que je sois un minimum bienveillante quand même, c'est normal. Ça fait partie du métier, ça fait partie de nos missions, c'est ce qu'on doit faire. Allez, ouvre les yeux, voilà, on arrive bientôt à l'hôpital. À l'arrivée aux urgences, Océane respire. La jeune fille est prise en charge. Elle y passera le reste de la nuit, le temps de dessouler. Si tout se termine bien pour elle, les pompiers de Rochat sont confrontés à des cas plus dramatiques de victimes alcoolisées. Bon, là, on part pour 2 jeunes personnes qui, a priori, ont été renversées par un véhicule sur une avenue de Lyon, une avenue assez roulante. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être assez grave, mais on n'en sait pas plus. Océane, Damien et Laurent ont juste le temps de remonter dans l'ambulance. Il est 5 h du matin. Ils ont été percutés en traversant la route et a priori le choc a été violent. Donc on va voir en arrivant sur place. Un homme ivre, au volant de cette voiture noire, a renversé 2 piétons. Un témoin est arrivé sur les lieux quelques secondes après le choc. On a simplement entendu le bruit, on a vu deux personnes au-dessus du pare-brise très simplement. Et on s'est précipité avec un copain à moi pour les mettre en position latérale de sécurité. Et on a appelé les secours le 18 en demandant la procédure qu'il fallait suivre et voilà. Étant donné la gravité de l'accident, une autre équipe de pompiers de Rochat est appelée en renfort. Vous procédez pas sur vous. Ils s'occupent en priorité de cette jeune fille de 21 ans. Vous avez mal à vos dents, non? Les dents, ça va? La victime est consciente, mais elle se plaint de ses membres inférieurs. Pendant ce temps-là, Océane, Laurent et Damien s'occupent de l'autre blessé. Il a 22 ans et il juge son état très préoccupant. Tu files lésionnel s'il te plaît, Océane, sur monsieur? Ouais. Il est passé par-dessus le pare-brise avant d'être projeté sur le trottoir. Sa tête a alors heurté de plein fouet le bitume. Jeune homme. Monsieur. Monsieur. Écoute, au niveau de la tête, je sais pas ce que c'est qui a éclaté. Monsieur. Dessous, ça s'est mis partout. Damien redoute le pire. Avec Laurent et Océane, ils administrent les premiers soins. J'ai déjà dit déjà une chose. C'est comme ça, pour l'instant, on les garde au chaud. Le jeune homme est sérieusement blessé à la tête, ce qui inquiète le médecin. Monsieur inconscient, trauma de la face à gauche. C'est a priori un trauma crânien, plus alcoolisation avec quelques fractures, donc on va l'intuber. Il faut juste tenir le bassin et les épaules. Le bassin, c'est bon. Allez, c'est bon. Il faut manipuler le blessé avec beaucoup de précaution.
c'est bon, posez. C'est un jeune homme, c'est sûr que ça touche particulièrement parce que c'est une jeune personne. On espère forcément qu'il va s'en sortir, on fait tout pour qu'il s'en sorte. Malheureusement, il a son état qui est très très préoccupant. On verra ce que la suite va donner, mais pour l'instant, effectivement, c'est gravissime. Le traumatisme crânien du jeune homme préoccupe Damien et toute l'équipe des secours. Tandis que le médecin du SAMU, de son côté, se dépêche d'aller examiner l'autre victime, restée à terre. Cette jeune fille consciente, ouais. On a trouvé 8 mois trauma cheville pour le moment. La jeune fille est transportée dans une autre ambulance. On y va? S'il vous plaît, on va au déchaud. Ouais. On peut rouler, c'est bon? Il faut maintenant faire vite. L'état du jeune blessé peut s'aggraver à tout moment. Il fait un hématome à l'intérieur du cerveau. Il y a plein de sang dans le cerveau. À l'arrivée à l'hôpital, le jeune homme est conduit immédiatement au scanner. C'est un trauma crânien grave avec un coma d'emblée, probablement un engagement au niveau du cerveau, donc c'est très préoccupant. Plus au moins une fracture complémentaire, mais c'est surtout son crâne qui fera le pronostic. Le choc a été trop violent. Le jeune homme décède des suites de ses blessures quelques heures plus tard. La jeune fille, elle, s'en sort avec une fracture du tibia. Le conducteur de la voiture qui les a renversés a été placé en garde à vue. Il a 19 ans. Son taux d'alcoolémie est de 0,25 g, soit 0,5 g au-dessus de la limite autorisée pour un jeune conducteur. Et il a été dépisté positif au cannabis. Il sera jugé pour homicide involontaire, blessures involontaires aggravées et détention de stupéfiants. Le lendemain, les rues du Vieux-Lyon connaissent à nouveau l'affluence du centre. Et de l'autre côté du Rhône, à la caserne Rochat, les pompiers se retrouvent au Metz, l'endroit idéal pour décompresser. Attendu à l'accueil. Adrien, c'est la famille à droite, non? Tu veux un gros café ou un thé? Non, c'est moi qui suis un peu petit, c'est pour ça. La tasse est normale. Allez les enfants, tous au départ. On décompresse un peu comme on peut, hein. Beaucoup d'humour. En cuisine, tout le monde met la main à la pâte. C'est la devise de la Légion, ça. Un bon casse-croûte pour une bonne intervention. On essaye de se garder un peu de convivialité au niveau du repas, plutôt que chacun amène sa petite bouffe ou que ce soit des plateaux commandés. Malgré le rythme opérationnel, on essaye de prendre le bon moment pour tout le monde filer un petit coup de main pour que ce soit prêt pour midi et demi, quoi. Donc voilà, on fait une petite demi-heure de cuisine. S'il y a beaucoup de monde, ça va plus vite. Et puis comme ça, tout le monde peut se mettre les pieds sous la table, après dans de bonnes conditions. Oh, on va se régaler. Oh là là. Mais Franck, 28 ans, engagé chez les pompiers depuis ses 16 ans, n'a pas le temps de déjeuner. Il est de garde et son bip vient de retentir. On part sur une jeune fille qui menace de mettre fin à ses jours par SMS, mais on n'en sait pas plus pour l'instant encore. Une rupture amoureuse qui aurait mal tourné. Et c'est l'ex de la victime qui a appelé le 18. C'est beaucoup d'appels au secours, d'appels à l'aide. Franck, toujours rassurant, est le spécialiste de ce type d'intervention. C'est ceux qui comprennent. C'est un petit sac. Ouais, je vais prendre le gros. Bonjour, bonsoir. C'est les pompiers. Pourquoi vous êtes là? Apparemment. Votre ami ou petite amie. Ouais, vous n'avez pas appelé quelqu'un pour dire que vous venez On peut se permettre d'entrer pour discuter quelques minutes ou pas? Oui, bien sûr. La jeune fille tombe des nues. Elle n'en revient pas que son petit ami ait appelé les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé, jeune fille? Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes pieds nus, là. Faites attention. Les bouts de verre, vous êtes pieds nus, là. Vous avez écrit à qui alors pour dire que ça allait pas? Ah, bon copain. Et vous lui avez fait peur? Ce qui explique qu'il nous a appelés? Bah, je t'ai dit que je me sentais pas bien. Elle s'est tailladé les bras avec une lame de cutter. Après avoir retourné son appartement sans dessus-dessous
pour détruire tout souvenir de cette histoire d'amour. Le sol est jonché de photos déchirées et de verres brisés. Vous avez fait voir vos bras s'il faut désinfecter? Ouais, moi aussi. Vous avez fait ça il y a combien de temps? Je sais pas. 5 minutes 10 minutes 1 heure. Je sais pas, mais ça fait très longtemps que je le fais, donc c'est pas grave en fait. Bah un petit peu. En fait, c'est pas la question de la profondeur qui est pas grave. C'est la question du geste. D'accord? À 21 ans, voilà. On a toute la vie dans ça. Ouais, 99 de ça, t'es 102. 13 de terre. On va être obligé d'aller à l'hôpital là. Aller voir un médecin. Les coupures sont superficielles, mais Franck décide malgré tout de l'emmener aux urgences. Donc une jeune fille qui s'est entaillée les bras avec une lame de cutter. Rien de vital en soi pour nous, mais pour le côté psychologique, il faut quand même faire attention, parce que ça commence comme ça. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer derrière. Donc il faut qu'elle aille voir quelqu'un à l'hôpital maintenant pour discuter. Non, mon chat. J'entends que il est pas bien loin là. La jeune femme est inquiète. Son chat s'est échappé. Franck se dévoue et part à sa recherche. Il n'arrive pas, il mord pas. C'est la chance que j'ai. Et je crois qu'il est là-haut. Mais quand il le retrouve, l'animal se montre agressif. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse le prendre parce que là, il est en train de me faire très mal. J'ai jamais de chance avec les chats. Le chat en sécurité, les pompiers peuvent emmener la jeune fille à Édouard Herriot. Face à sa détresse psychologique, Franck essaie de la raisonner. Vous savez, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous faites ce geste pour un garçon en internat, ça vaut peut-être pas la peine. Et il lui demande alors de rassurer son ex-petite amie. Si les nouvelles sont pas données, ne serait-ce que sur le fait qu'on les prise en charge, on nous rappelle, son ami nous rappelle, nous on y retourne sans faire le rapprochement, parce que c'est pas nous directement, ça peut être les autres collègues. On casse l'appartement, on se rend compte que la jeune fille est pas là, il fait 0 dehors, ça fait désordre d'avoir une fenêtre de cassée, quoi. C'est tout bon? La jeune fille ressortira quelques heures plus tard de l'hôpital, après avoir vu un psychiatre. Des appels pour tentative de suicide, la caserne Rochat en reçoit 2 par jour. Les pompiers, j'écoute. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts ou fermés? Est-ce que vous voyez des déformations au niveau de ses membres, des coupures, du saignement? Vous êtes devant la maison. Vous avez posé le cutter, monsieur, ou pas? Et pour certaines interventions, il faut appeler d'autres unités en renfort. Je viens d'être témoin de quelqu'un qui a sauté du pont en face de la piscine du Rhône. Oui. Il est actuellement, il flotte sur le Rhône. D'accord. Vu la température, j'ai peur qu'il tombe pas, qu'il tienne pas très longtemps. Très bien. On envoie les secours. Cyril, adjudant depuis 7 ans à Rochat, prend en charge l'intervention. On part pour une personne qui a sauté dans le Rhône, qui a sauté d'un pont. On ne sait pas si c'est un accident ou un acte désespéré. Donc vu la température du Rhône, elle est à 10 degrés en ce moment, il faut faire vite. L'homme aurait sauté du pont de la Guillotière, situé à quelques rues de la caserne. Le Rhône et la Saône attirent de nombreux touristes, mais les 2 fleuves sont dangereux. L'année dernière, les pompiers de Lyon sont intervenus plus d'une centaine de fois pour des noyades. On a un laps de temps qui est hyper court pour être efficace. Chaque minute compte. Tout corps plongé dans une eau à moins de 10 degrés entraîne un risque d'arrêt cardiaque. Mais une fois sur les berges du Rhône, l'homme est introuvable. Le courant est fort, il a dû dériver. En fait, il s'est retrouvé coincé derrière les bateaux à guerre. Le témoin qui a appelé les secours est sous le choc. Donc moi je marchais dans ce sens-là, et j'étais à 2 mètres de lui. Je l'ai vu enjamber la barrière, il s'est jeté. Et tout de suite on se dit mais pourquoi j'ai pas le réflexe juste avant de le rattraper, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et puis alors il est tout de suite tombé dans l'eau, il a remonté à la surface assez rapidement et puis il s'est laissé entraîner par le courant. 10 minutes après l'alerte du témoin, les pompiers sont sur place. Mais ils doivent faire appel à la brigade fluviale et ses plongeurs. Pour quelqu'un qui tombe dans l'eau, ses chances de survie sont très minces. C'est de l'ordre de quelques minutes.
C'est pour ça qu'il faut une prise en charge très rapide. Le plongeur a retrouvé la victime, mais le courant les fait dériver. Il faut le Zodiac pour les récupérer. La situation est grave, le noyé est en hypothermie et surtout, il est inconscient. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Ouvrez les yeux. Monsieur! La victime est un homme de 66 ans. Il est transi de froid. Sa température ne dépasse pas les 32 degrés. Si elle chute plus bas, c'est sûr, il décédera. Vous m'entendez ou pas? Allez, essayez de me répondre un peu. Serrez la main là. Donc là on est en train de se battre pour le réchauffer, donc c'est en cette période la température de l'eau est très froide. Donc nous on est en train de faire tout ce qu'on a de notre côté, on lui a déjà retiré ses vêtements pour essayer de faire remonter sa température corporelle. Mais malgré leurs soins, les pompiers n'arrivent pas à faire remonter la température. Cyril appelle alors les médecins du SAMU en renfort. Monsieur! À l'intérieur de l'ambulance, les secouristes continuent de se battre pour maintenir l'homme en vie. On vous a mis le chauffage, vous devez commencer à vous réchauffer. Et au bout de 10 minutes d'effort, la température de la victime commence à remonter faiblement. 38. Mais elle est toujours inconsciente. Le SAMU arrive. On peut fermer la porte s'il fait froid. Et 15 minutes plus tard, l'état de la victime s'améliore. L'homme vient d'échapper au pire grâce à la rapidité des secours. Initialement, il ne se réveillait pas, donc on pensait le mettre dans un coma profond et l'intuber, en fait, le brancher à un respirateur avec un tuyau dans sa trachée. Et finalement, avec un réchauffement progressif, il est à 32,9 degrés là actuellement et il est conscient maintenant. La victime explique avec difficulté les raisons de son acte. Il venait tout juste de sortir de l'hôpital. Étant seul, chez moi, bien sûr, j'appréhendais beaucoup à rentrer. D'accord. Je l'ai signalé, ça. Vous savez qu'on ne vous garde pas à l'hôpital. Oui. Je le comprends. Oui, il y a peu de lits disponibles, alors... Moi, je ne sentais pas. Donc j'ai fait un effort. 15 jours, j'ai tenu. J'ai fait un maximum. On a mis presque 3/4 d'heure, 1 heure pour pouvoir le faire remonter juste à 33 degrés. Donc du coup, pour l'instant, là, il est encore en état vraiment de choc. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on le transporte rapidement à l'hôpital. Allez. À l'arrivée aux urgences, le rescapé est placé en soins intensifs. Il restera plusieurs semaines sous surveillance pour détecter d'éventuelles complications. On fait tous plus ou moins ce métier pour sauver des vies, même si on est tous plus attirés par l'incendie et 80% de nos interventions sont du secours à personne. Et quand on est vraiment dans nos missions de sauvetage comme ça reste c'est une satisfaction pour nous. Quelques jours plus tard, Lyon se réveille. Il est 8 h du matin et les Lyonnais se préparent à partir au travail. Bientôt, le centre sera saturé, entraînant son lot d'accidents. Et justement, à la caserne Rochat, David, 35 ans et 12 ans d'ancienneté, est appelé en urgence. A priori, ce sera un scooter qui se serait fait percuter par une voiture. Donc il y a un homme d'une trentaine d'années qui est resté au sol. Le temps presse. David n'a pas d'autres informations, mais il sait que ce type d'accident est souvent meurtrier. Ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle il roulait. Et puis dans tous les cas, même s'il ne roulait pas très fort, on peut vite se faire mal sur les accidents de roue. La collision a eu lieu à une dizaine de minutes de la caserne. En arrivant sur place, David découvre la victime allongée au sol. Je suis un ancien pompier. D'accord. Et vous avez été témoin du... Non, justement, je me suis arrêté et la dame a dit femme mandiante. Les témoins de l'accident ont sécurisé les lieux. Et l'un d'entre eux est en train d'administrer les premiers secours. Cette conductrice a coupé la route au scooter. Elle est sous le choc et elle reconnaît ses torts. Je ne comprends pas, j'étais là, j'attendais, j'ai regardé des deux côtés et je l'ai pas vu.
Quand elle a voulu s'engager sur l'artère principale, la jeune femme a heurté de plein fouet le scooter sur sa gauche. L'impact a été violent, le conducteur du 2 roues s'est retrouvé éjecté. Quel monsieur? Quel lui-même? Clément, un des collègues de David, craint le pire. La victime a eu un mauvais réflexe. Elle a enlevé son casque après le choc, ce qui peut entraîner des risques de lésions cérébrales. Clément s'assure que l'homme n'a pas eu de perte de connaissance. Il teste ses facultés pour détecter d'éventuelles commotions. Vous l'avez emmené tout seul? Vous vous rappelez de tout? Vous savez quelle journée aujourd'hui? L'homme répond normalement, mais il se plaint de douleurs aux jambes. Plutôt inquiétant. Clément redoute que la colonne vertébrale ne soit touchée. La victime risquerait alors une paralysie. Non, ça va? Au niveau du bassin, là. Non? Au niveau de la cuisse, vous avez mal? Le jeune homme a affreusement mal aux membres inférieurs. C'est bon, merci. Merci. David prend la situation en main. On va vous poser une petite question. Bougez pas. Il immobilise ses jambes. Sortez, monsieur, là, c'est bon? Et avec une extrême précaution, les pompiers emmènent le conducteur du 2 roues jusqu'à l'ambulance pour l'examiner. C'est pas ce qu'il peut avoir, il faut pousser un petit peu les examens. Dans le fourgon, les secouristes tentent d'évaluer les blessures de la victime. Monsieur, votre douleur, vous la chiffrez à combien? 0, vous avez pas mal du tout. 10, c'est la pire douleur que vous ayez jamais ressentie? Disons qu'on est à 6-7. Le conducteur du scooter souffre horriblement. Les pompiers doivent déterminer très vite la cause de ces douleurs. Localisé au niveau de la cheville. À première vue, la victime aurait la cheville cassée. Sa colonne vertébrale n'aurait pas été touchée, mais les pompiers veulent s'assurer qu'il n'y a pas de lésions internes. À l'extérieur, la police essaie de comprendre ce qui s'est passé. Elle interroge la conductrice. Bon, madame, du coup, on le transporte. On va sur Édouard Herriot pavillon. Pendant son transport aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, la victime, traumatisée, ne cesse de se remémorer l'accident. Vous avez mis le pied en fait, c'est ça vous avez fait? J'ai pas mis le pied pour protéger le scooter ou quoi que ce soit. C'est de peur en fait pour. C'est de peur, protection. je l'ai laissé là où il était, j'étais. Ah, ça va tellement vite. Et boum. Mais ouais, 2 roues piétons, c'est tous les jours. Après, c'est pas tous les jours au même carrefour, mais c'est tous les jours. Dans son malheur, il a eu beaucoup de chance. Aux urgences, après plusieurs examens, le diagnostic tombe. L'homme n'a que la cheville cassée. En France, en 2017, 669 motards ont perdu la vie dans un accident de la route comme celui-ci. C'est 9% de plus qu'en 2007. Le soir tombe sur Lyon. Vers 2h du matin, un appel général sonne le branle-bas de combat pour tous les pompiers du centre-ville. Les pompiers, j'écoute. En fait, il y a un feu au niveau du parking souterrain de la place Belco. Est-ce que vous voyez des flammes? Ouais. Sur la presqu'île, en plein cœur de la ville, le parking de la place Bellecour est en feu. Il pourrait menacer les immeubles alentours, il faut faire vite. Le BAT, vous équipez, feu de parking à Bellecour. Pour le moment, les pompiers ignorent l'origine de l'incendie, s'il est criminel ou accidentel. À leur arrivée, une épaisse fumée se dégage du parking. L'officier le plus gradé, Michel, repérable à son casque rouge, prend en main l'opération. Le binôme 2, vous me barrez les fluides. Ok, binôme 1 avec moi. Il y a toujours un risque sur les feux de parking de stationnement couvert, notamment sur la nature des véhicules qu'on peut rencontrer, type véhicule au GPL. Michel et ses hommes redoutent que ces voitures fonctionnant au gaz n'explosent sous la chaleur. Il y a quelques années, l'incendie d'une voiture de ce genre avait grièvement blessé l'un des leurs. Masque, bouteille à oxygène, ils prennent toutes les précautions avant de descendre.
barricade. Tu peux envoyer un de tes binômes, mais il faut également faire une reconnaissance. Plusieurs voitures sont déjà totalement carbonisées. Bien reçu, je vais faire un point avec toi. Une des équipes de Michel remonte alors à l'air libre pour faire le point. T'as 34 voitures à l'entrée, plus les motos. En fait, c'est plus de 17 véhicules qui brûlent en même temps aux 4 coins du parking. Voilà le problème, ces voitures sont dispersées et elles dégagent des fumées toxiques. PT3, parlez. Est-ce que tu peux augmenter la pression? Binôme 2 pour chef d'agrès, PT. À la division alimentée, terminé. Les dégâts sont importants. Il faut une demi-heure aux pompiers pour maîtriser le feu. Et le travail n'est pas terminé. Michel craint une reprise des flammes. Alors il inspecte le parking avec une caméra thermique pour détecter des flammes. On peut voir que la caméra, donc déjà, la température s'est bien abaissée. Et là, moi, je descends pour m'assurer également qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur. Ils vont remettre un coup pendant 5 minutes. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. On voit que ça a quand même bien chauffé, hein, parce qu'il y a on voit que le béton, là, il s'est un peu désagrégé. En surface, les pompiers restent sur leur garde. L'incendie a été foudroyant et tout risque pour les habitants n'est pas écarté. L'autre danger, ce sont les fumées et les gaz chauds. Les fumées sont extrêmement toxiques et les suies sont extrêmement dangereuses. C'est pour ça que vous avez des engins qui poussent de l'air pour refroidir et dégager les fumées et gaz chauds. Et au bout d'une demi-heure, après avoir ventilé le parking, les secouristes font leur dernière vérification. Donc là, on voit qu'on est à 0 ppm. Donc, par contre, c'est un indicateur comme quoi l'air est sain et qu'on peut re-engager du public à l'intérieur, engager du personnel sans protection respiratoire particulière. 6 jours plus tard, les pompiers apprendront qu'un pyromane a été identifié et arrêté grâce aux caméras de surveillance. Un récidiviste placé en détention provisoire qui ne donne aucune explication à son geste. Les pompiers de Lyon sont intervenus sur plus de 6800 feux intramuros, comme celui-ci, l'année dernière. Dans notre métier, je dirais que la dangerosité, elle est permanente, hein, elle est partout et tout le temps. Mais le feu n'est pas la plus fréquente de leurs interventions. Les pompiers de Lyon sont confrontés à des situations bien différentes et parfois encore plus dramatiques, où malgré leur engagement, ils ne peuvent rien faire. Quelques jours plus tard, Clovis, secouriste depuis 2 ans à Rochat, est confronté à une de ces situations tragiques. Le bip d'urgence vient de retentir à la caserne. Personne ne répondant pas aux appels. Un individu ne donne pas signe de vie depuis plusieurs jours. C'est son employeur qui a prévenu les pompiers. Là, on n'est pas sur une personne âgée. La personne ne s'est pas présentée depuis plusieurs jours à son travail, donc il y a quand même des signes qui sont pas forcément bons, mais on va intervenir pour lever le doute. Arrivé au domicile, aucune réponse. Clovis interroge un voisin, alerté par la sirène des pompiers. Vous l'avez vu quand la dernière fois? C'est quoi là? Je l'ai vu ou ça fait longtemps? D'accord. Il a des raisons de s'absenter, ce monsieur? Ben, pas que je sache forcément. Mais on se connaît vraiment pas bien, on se dit bonjour. D'accord. Les secouristes entendent bien une radio qui fonctionne, mais ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. Ils cherchent du coup d'autres moyens pour pénétrer dans l'appartement. Si c'est équivalent, je vais aller par la fenêtre. Moi, j'ai personne. Ben ouais, ça va être l'autre. Leur idée, faire appel à la grande échelle. Et pour préparer l'intervention, ils montent chez le voisin du dessus. J'aurais juste besoin d'accéder quelques instants pour regarder où donnent vos fenêtres. Voilà, on intervient chez un voisin, on a besoin de regarder où donnent vos fenêtres. Vous avez aucune fenêtre qui donne sur la rue? Il n'y en a pas. Aucune. On n'a pas d'accès aux fenêtres qui donnent sur rue pour passer avec l'échelle aérienne. Donc il va falloir préparer du matériel pour forcer la porte. Donc prends les deux, aligne tous les jogs. Pas d'autre moyen que de casser la porte. Alors il faut faire appel à une autre équipe de Rochat.
bon courage. Hein. En entrant, ils découvrent un capharnaüm sans nom. Un amoncellement de papier, de détritus. L'odeur est insoutenable et Clovis repère un homme allongé dans sa cuisine. Personne décédée, on va ressortir. Même pour l'hygiène, c'est pas top, on va rester dehors. Le cadavre est dans un état de décomposition avancé. Ouais, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Il n'y a pas que des maisons rangées, il y a pire. Là, on n'a vraiment aucun doute sur le décès, on va dire. Il n'y a plus rien à faire, donc c'est pas la peine qu'il y ait vraiment le SAMU qui se déplace en urgence. Voilà, il y a peut-être un médecin qui viendra quand même constater le décès, etc., faire un certificat de décès de toute façon. Donc après, on va laisser le relais à la police, hein, qui puisse vous aussi analyser un petit peu ce qui s'est passé, voir si c'est mort courante ou s'il peut y avoir d'autres choses. Messieurs, dames, bonjour. La police arrive alors pour faire ses premières constatations. Et donc, ça faisait plus, ça fait pas mal de temps qu'elle est décédée. Là-dedans, c'est un bon petit capharnaüm. Les enquêteurs commencent leurs investigations. Mais l'état de l'appartement ne facilite pas leur travail. Nous, c'est vrai que dans notre métier, comme les policiers, on voit un petit peu ce qui se passe chez les gens, quoi, alors que bien souvent, on ne sait jamais trop ce qui se passe chez son voisin de palier. Et là, on se rend compte que les gens ils vivent un petit peu dans la misère, complètement désordonnés. Mais bon, nous, on va pas dire que c'est notre quotidien, mais c'est plus que régulièrement. Donc ça nous amuse jamais de travailler là-dedans, mais on voit ça très très régulièrement. Ouais. Ah oui. Tout à fait, oui. Bon, on va vous laisser. Bonne journée à vous, au revoir. Clovis et ses hommes retournent à la caserne. Un peu plus tard, un médecin constatera le décès. Ce n'est ni un suicide, ni un homicide. L'homme de 67 ans est mort d'un arrêt cardiaque. À Rochat, c'est la fin d'après-midi. Clovis retrouve ses collègues à la salle d'entraînement. Un moyen de rester en forme et d'évacuer le stress du terrain. En centre-ville, ici, les journées sont quand même bien chargées au niveau opérationnel, donc ça permet de se défouler un petit peu, d'évacuer pas mal de petites choses et surtout de passer un bon moment entre toutes les interventions. Ce jour-là, ils ne sont pas très nombreux. Le reste de l'effectif est en mission. Mais dès qu'ils le peuvent, les pompiers se retrouvent ici. À la fois, c'est une obligation pour être en forme, pour accomplir les missions, pour arriver à se tenir en forme surtout dans le temps. Les carrières sont longues et souvent, la musculature, ça aide bien des fois à compenser un petit peu quelques aléas. Et puis, d'un autre côté, c'est une chance aussi d'avoir des créneaux pour faire du sport au travail. Donc, on essaye de les utiliser intelligemment, pour que tout se passe bien. Le lendemain à Lyon, le temps est gris. Quelques habitants bravent le froid et se promènent sur les rives du Rhône. Mais un peu plus loin, un drame est en train de se jouer. À la caserne Rochat, l'appel d'urgence retentit. Un homme chez lui ne répond plus. Ses proches redoutent le pire. Apparemment, son frère est sur les lieux, il n'a pas de nouvelles de son frère. Le gardien est sur place, il ne veut pas ouvrir. Donc on verra une fois sur les lieux. Allez, c'est parti. C'est Bernard, 52 ans, un des plus anciens de la caserne, qui part sur l'intervention, avec 2 autres pompiers. Quand on nous déclenche, c'est sérieux, donc on y va, et puis sur place, on verra. Bernard n'a pas plus d'informations. L'adresse est celle d'une résidence hôtelière. L'homme qui ne répond pas à ses proches loue une chambre ici depuis plusieurs mois. On va regarder. Une fois arrivés au 2e étage, les pompiers sont accueillis par l'individu qui les a alertés. Je vous demanderai de reculer. C'est le frère, et il est très inquiet. Et là, vous l'avez eu quand, pour la dernière fois? J'ai essayé de l'appeler ce matin. D'accord. Comme il est en instance de divorce avec sa femme, et que ça se passe pas bien avec sa femme et ses enfants. Les pompiers essaient d'ouvrir la porte, sans succès. La clé apparemment se trouve derrière, donc
qu'elle est trop costaud pour qu'on essaye de taper dessus avec les pieds. À l'intérieur, silence total. Pour Bernard, ce n'est pas bon signe. Il faut faire vite. Surtout qu'il vient d'apprendre que la personne serait diabétique. Sans insuline, son taux de sucre peut chuter et entraîner de graves complications. Il y a les roues. Il y a les 3 points. Les 3 points, ils sont, t'es sûr? Ah, écoute, là. Écoute. Son frère essaie de l'appeler au téléphone, mais rien n'y fait. Je m'inquiète. Vous avez les clés d'ici, monsieur? Oui, c'est les mêmes que je vous ai données. Bernard cherche alors une solution. Il demande au gardien de lui ouvrir la chambre du voisin. Je vais voir à côté, gros. Il espère atteindre la fenêtre et pénétrer par l'extérieur. Mais c'est trop risqué. J'arrive pas, c'est trop loin, on va se casser la gueule. Je demande une EPC? Ouais, tu pourras. Alors face à l'urgence, il demande le soutien de la grande échelle. Il dirige les opérations depuis le second étage. Juste à côté, pas celle-là, à côté. Il n'y a pas une minute à perdre. Cela fait maintenant trop longtemps que l'homme ne donne plus signe de vie dans son appartement. Baisse un peu. Encore à droite, encore à droite. On bouge plus. En l'espace de quelques secondes, les pompiers pénètrent dans la chambre. Ils ouvrent la porte à l'équipe de Bernard. Il a pas l'air bien, il est là. L'homme est à terre, dans le coma. Écoute, on va lui prendre les constantes. 95. J'aurais 15 de SAT. Le pouls est à combien, Gwen? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. 78. La victime se serait injectée de l'insuline, mais à une dose massive qui peut être fatale. Alors Bernard appelle le SAMU en renfort. Oui, bonjour, c'est bien Rocha, pour une demande de renfort SAMU pour un monsieur de 50 ans, diabétique, inconscient. On va pas le toucher, là, pour le moment il ventile, on le met en PLS. Position de sécurité, les constantes sont faites. Après, on est sous les ordres du médecin, c'est lui qui décide. À l'arrivée du SAMU, l'homme est toujours inconscient. Une petite lettre Bernard trouve alors une lettre. C'est une tentative de suicide. Ça ressemble un peu à un courrier d'adieu, malheureusement, qui est destiné à son frère. Bernard montre alors la lettre au frère, resté dans le couloir, pour ne pas gêner le travail des secouristes. Je pense que c'est lié à sa situation actuelle. Pendant ce temps-là, la victime reste plongée dans un coma profond. On va tout passer. Je pense qu'on va l'emmener. C'est une tentative de suicide à l'insuline, a priori. Ce qui explique sa glycémie très très basse, c'est le fait qu'on ait du mal à remonter. On va le réchauffer un peu et on va l'hospitaliser en réanimation. Il faut donc faire vite. Mais la victime est intransportable par l'ascenseur ou par l'escalier. L'ascenseur couché, c'est mort. Et l'escalier, c'est pas large, donc l'échelle, c'est bien. Donc on évacue par la fenêtre, Gwen, c'est ça? Attention pour lever, lever. Les hommes de Bernard prennent alors toutes les précautions pour une évacuation par la grande échelle. Attention pour épauler, épauler. Allez. De son côté, le médecin du SAMU essaie de rassurer le frère sans se prononcer sur l'état de la victime. On va l'hospitaliser en réanimation. On a amélioré la situation, mais il y a encore des choses à faire. On a quitté les lieux il y a 2 minutes et on arrive à HEH au pavillon. L'homme qui a voulu attenter à sa vie en s'injectant une dose d'insuline est transporté aux urgences de l'hôpital. Il y restera 1 mois et demi. Mais son geste désespéré n'aura heureusement pas de séquelles graves sur sa santé. C'est bon, tu l'as sauvé? Bien sûr, bien sûr. Encore une vie de sauvée. Comme Bernard, Franck et Clovis, les pompiers de Lyon mettent tout en œuvre pour porter secours. Feu, tentative de suicide, accident, ils interviennent guidés par leur devise, courage et dévouement.